Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Suberville. J'ai plusieurs casquettes, mais une d'entre elles, c'est d'être liée au Manhattan Research Institute à Palo Alto, d'être aussi, d'avoir créé le réseau Main dans la main. Et dans le cadre de cette crise, j'ai été approchée par une personne qui avait entendu parler de ce que nous faisions dans le réseau Main dans la main, qui habite à Philadelphie, qui s'appelle Marine Havel, et nous avons mis en place une structure appelée Entraide Amérique pour recenser tous les problèmes que les personnes pouvaient avoir lors de cette crise, tous les Français, les francophones aussi, sur l'Amérique du Nord. Une semaine après, j'ai été contactée par Corinne et Adélaïde qui m'ont très gentiment proposé leur temps pour essayer d'échanger avec les gens, de parler de leur expérience en tant que psychologue, pour essayer de répondre aux questions et aux soucis que les gens peuvent rencontrer lors de cette crise. Merci encore à toutes d'être là. Merci Sophie, merci pour cette présentation. Donc moi je suis une mère, je suis une épouse, je suis une femme, je suis coach et psychologue et je suis expatriée donc, en Californie avec des parents et toute une famille en Belgique. Je suis actuellement chez moi avec deux de mes enfants, un de 21 et un autre de 18 ans. Et j'ai une fille plus âgée qui est en France, en confinement avec des amis. Et dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, en tant que psychologue, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient traversé des crises, ou de loin ou de près. Et j'ai plus particulièrement travaillé dans des entreprises de transporteurs de fonds, de banques, d'accidents d'avion, et à plus grande échelle, effectivement, avec des gens qui avaient été en lien avec le 11 septembre, les attentats du 11 septembre, ou bien aussi qui avaient dû fuir la catastrophe du tsunami de Fukushima, et des gens ici en Californie qui étaient dans les grands feux il y a 2 ans. Et j'ai le plaisir de faire ce webinaire avec Adélaïde qui va se présenter. Alors, je m'appelle Adélaïde Fulconis, je suis en fait conseillère conjugale et familiale, donc j'ai passé ce diplôme-là en France, et puis également psychothérapeute aux États-Unis. Je travaille dans ce domaine depuis environ une quinzaine d'années et c'était un changement professionnel pour moi. Auparavant, j'ai été avocat et j'ai travaillé dans de nombreuses situations très difficiles, y compris des situations de terrorisme pour lesquelles j'ai accompagné des gens d'un point de vue légal. Depuis 13 ans, je suis aux États-Unis en situation de filiation avec mon conjoint. J'ai 5 enfants et aujourd'hui, 3 sont avec nous, 2 ont été rapatriés de la côte Est et 2 sont restés en Angleterre et ils sont séparés en confinement, chacun dans leur coin. Voilà un petit peu ma situation. Professionnellement, je rencontre des familles, j'aime beaucoup travailler avec les familles, je rencontre des couples, je vois aussi des personnes individuelles dans toutes sortes de situations et j'ai une attention particulière pour le traumatisme et j'aime beaucoup le travail de Bessel van der Kolk qui est un petit peu mon mentor ou celui que je suis, qui est un médecin très spécialisé dans le traumatisme et qui m'apporte beaucoup dans mon travail. Voilà, je te remercie Sophie de nous avoir invités et je me réjouis de votre présence à tous aujourd'hui. Dans ce webinaire, on ne va pas tout pouvoir aborder parce que la crise, même en la préparant avec Adélaïde, on s'est vu qu'il y avait vraiment énormément de sujets qui tenaient à cet équilibre qu'on voulait retrouver, comment trouver l'équilibre dans la tourmente. Donc, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les questions qu'on avait reçues avant aussi, qui sont plus liées au confinement physique à la maison, dans le domaine privé. Et il y a d'autres sujets dont on nous a peut-être demandé aussi, c'est le couple en confinement, comment gérer le couple qui est plus difficile, comment au niveau du travail, au niveau des enfants, de l'école, des résultats, etc. Donc ça fera partie d'autres webinaires qu'on va organiser dans les semaines à venir. Ici, ce qu'on vous propose, c'est un espace, une pause dans effectivement les multiples rôles qu'il faut avoir sur une journée. Eh bien, on vous propose juste un temps d'écoute, de pause, pour pouvoir
pour pouvoir discuter de certaines choses qui nous tiennent à cœur, qui sont difficiles, et puis aussi essayer de trouver des réponses, ou en tout cas des trucs. Nous sommes, comme on l'a dit au départ, aussi des mamans confinées, des épouses confinées. Donc, on vit ces choses aussi avec vous. Et c'est vrai que par rapport à les contacts qu'on a avec tous nos clients pour le moment, ou bien même dans des réunions de coach ou de psychologues, on entend beaucoup aussi de choses plus négatives ou de choses positives, et beaucoup de résilience aussi. Donc, je crois que c'est important de faire un équilibre entre les deux. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à la gestion de cette crise et l'équilibre, c'est qu'on n'est pas égaux devant une crise. C'est-à-dire que chaque personne a un vécu, un passé, une fragilité peut-être ou une force qui va faire qu'on va réagir de façon très, très différente. Donc, même quand vous partagez, même avec vos enfants, même avec votre partenaire, on peut avoir des réactions très, très différentes. Donc, un maître mot, c'est aussi de la bienveillance pour pas que ça commence à exploser, bien qu'il peut y avoir des explosions, ça fait partie. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, mais moi je vis très bien le confinement. Des personnes beaucoup plus introverties qui se disent, tiens, mais pour moi ça ne me change pas tellement et je vis très bien. Donc, ne jugez pas trop vite non plus les réactions des autres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est quoi la tourmente finalement qu'on vit le plus, c'est qu'on est tous homo sapiens, donc des hommes et des femmes, mais en relation. Et c'est ce fait de ne plus pouvoir être en relation comme on voudrait avant, plus de pouvoir serrer les gens, plus de pouvoir être libre d'aller là ou là quand on a besoin d'être seul ou qu'on a besoin de voir des amis, eh bien, ça nous est interdit. Et c'est une liberté qui nous a été prise, une liberté qui peut nous frapper dans des choses qui sont très importantes pour nous. Mais par contre, ce qu'il ne faudra jamais oublier, surtout dans des situations où il y a une colère qui vient par rapport à ce confinement, c'est c'est pour une cause altruiste. Si on le fait, c'est pour ne pas mourir. Et je crois que là, c'est vraiment un fondement très important pour pouvoir aller plus dans l'acceptation de ce confinement. C'est ce côté de vie ou du mort. Et puis aussi ce côté altruiste qui d'ailleurs, selon beaucoup d'articles, et ce que je crois aussi, va à la sortie du confinement, qu'on va appeler le post-Covid, eh bien, va nous apporter une toute nouvelle idée de la structure de la communauté dans laquelle on vit et va nous apporter aussi beaucoup de solutions et de résilience aussi. Je crois ça va nous permettre, une fois que la crise sera passée, qu'on va avoir géré toutes les émotions, on va pouvoir passer à un autre stade de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu de bon dans cette crise? Et je crois qu'il y aura du bon qui va en sortir aussi. Une dernière chose peut-être que je dirais par rapport à ce webinaire, c'est que vous avez lu sûrement dans plein de... Vous avez lu plein de gens qui vous donnaient des conseils, qui vous donnaient des avis, même dans vos amis, etc. Et en même temps, personne ne l'a jamais vécu, ou en tout cas, personne ne l'a jamais vécu sur cette façon-là, et avec une durée aussi indéterminée. Donc, parfois, ça peut être dur de les écouter et d'entendre des familles où ça va beaucoup mieux, d'autres familles où ça va beaucoup moins bien. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse. On fait tous de son mieux. On fait tous de son mieux et ce n'est pas facile. Personne ne voudra que c'est vraiment facile. Donc, il faut avoir beaucoup de bienveillance par rapport à soi-même aussi et en se disant, on fait ce qu'on peut. Et on verra bien par après les effets que ça a. Donc, voilà. Soyons bienveillants, même dans ce webinaire-ci. Et donc, pour commencer, on peut... Adélaïde parlait d'émotions fortes qu'on peut avoir dans ces situations-là. Je dirais que l'émotion la plus forte qu'on peut avoir dans ce confinement peut être l'angoisse. D'après les mots qu'on a reçus aussi, c'est... avant, on avait, dans cette période de pré-Covid, on avait une structure, un monde dans lequel on vivait, on avait des croyances de base qu'on était en sécurité, qu'on pouvait faire des choses sans avoir peur de mourir à chaque fois, on pouvait traverser la rue en disant ça va être bien, on embrassait des gens, pas en se disant ils vont me passer tous les microbes,
on pouvait aussi faire des plans des vacances de Pâques. J'ai une nièce qui devait se marier, il y a des gens qui devaient faire des baptêmes. Et tout ça était que de réjouissance et tout ça était prévisible. Et donc, ça allait assez bien. On se sentait assez invulnérable. Bon, maintenant, c'est l'époque des gens qui ont des allergies. Donc là, c'était bon, c'est le printemps. Je sais que j'ai une allergie, mais on peut préparer. On est plus ou moins préparé à ce qui allait nous venir. Et surtout, on avait ce sens que le monde est juste et le monde a un sens. Et voilà que maintenant, avec une chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'a pas de prise sur elle, qui est le virus, eh bien, tous ces repères-là ont changé. On n'est plus on peut plus prévoir les vacances de Noël, le mariage, la maladie, la sécurité du boulot, toutes ces choses-là, il n'y a plus aucune référence. Et c'est ça qui amène énormément d'instabilité et d'insécurité. Alors de nouveau, on n'est pas égaux devant tout le monde n'est pas égaux devant cette insécurité ou ce fait d'être imprévisible, parce qu'il y a des gens, comme il y a effectivement à San Francisco, c'était une ville pleine d'expatriés et surtout d'entrepreneurs. Et je dirais que les entrepreneurs et les entrepreneuses ont plus la capacité de faire face à l'imprévisible. Beaucoup vous diront, dans un an, je ne sais pas où on sera. Et comme ça fait partie de la vie de tous les jours, on peut plus s'accommoder. Il y en a d'autres, j'ai une belle-sœur charmante, mais elle a acheté sa maison, elle est dans sa maison, elle a 4 enfants, et pour elle, la vie est réglée comme une horloge, et donc pour elle, c'est extrêmement rassurant. Et donc la façon de vivre cette crise peut être très, très différente. Et donc, peut être à tel point différent que pour certains, cette imprévisibilité, insécurité, vulnérabilité peut amener à des sentiments extrêmes, comme par exemple l'angoisse. On parle beaucoup d'angoisse dans les webinaires, dans les journaux, et il y a beaucoup de sources aussi pour alimenter cette angoisse. D'abord, il y a une notion importante de différenciation qui est à faire entre l'angoisse et la peur. L'angoisse, on ne sait pas de quoi on a peur. La peur, on a peur du chien qui aboie, on a peur du pont énorme, etc. L'angoisse, on est un peu perdu, on ne sait pas le prendre, on ne sait pas. Et c'est ce qui se passe vraiment ici, parce que cette angoisse par rapport à ce virus, on n'a pas de prise, on n'a pas de, on a un plan, mais des plans qui sont tellement différents dans chaque lieu même du monde. Et l'angoisse est aussi augmentée parce que même nos dirigeants n'ont pas de solution. Même eux qui sont la référence en général, eh bien, ils peuvent nous dire, voilà, ça va être fini un tel jour, on a ce qu'il faut, on a le vaccin, non. Et cette angoisse peut parfois, chez certaines personnes, et c'est pour ça que j'en parle, mais ça peut peut-être pas vous parler autant, mais l'angoisse dans certaines situations peut amener à des situations très figées. Et alors des gens qui sont vraiment corporellement figés, ou bien qui ont des boules dans le ventre. Et le corps va très très fort prendre cette angoisse aussi. Et ce qui va se passer dans des milieux confinés comme on a ici, qu'on soit en famille ou seul, eh bien cette angoisse va devenir virale aussi. Et elle va se propager sur les gens qui nous entourent, ou bien pour une personne seule. La personne seule, elle va partir dans des imaginations et des visualisations qui vont le mener dans des spirales terribles et qui vont être très, très difficiles pour s'en sortir. Donc, une chose en famille, ce sera important de pouvoir la nommer et essayer de contrôler cette angoisse. Et je parlerai peut-être juste pour les personnes qui sont seules, quand ils se sentent aller dans ces tourbillons d'angoisse et qui se sentent perdus, c'est vraiment important de chercher du contact. Là, maintenant, le seul contact qu'on peut avoir, c'est virtuel, mais contacter des amis, de la famille ou même des professionnels, parce que c'est très, très dur de sortir de ces situations d'angoisse si on est complètement seul.
c'est comme si, pour une personne, c'est comme si on dirait la couverture intérieure est arrachée en une fois et on ne sait plus à quoi se raccrocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? D'abord, c'est prendre conscience. Et prendre conscience, c'est souvent le corps. On revient au corps parce que là, le corps, il a quelque chose qui va nous ancrer et pouvoir dire, tiens, mais moi, je suis en train de... Il y a mon corps qui bat, je commence à délirer complètement. Et c'est de pouvoir prendre conscience de ça. Et puis, dans le corps, respirer. Prendre juste une respiration, une pause et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a. Bon, autour de moi, j'ai un bureau, j'ai un verre, j'ai un ordinateur, j'ai une chaise. Et c'est ce qu'il y a. C'est ça la réalité ici, aujourd'hui. Tout le reste, j'étais en train de partir dans des visualisations qui ont été des stimuli pour m'angoisser. D'autres choses qui peuvent augmenter aussi, c'est, comme disait Catherine au départ, les nouvelles. Les nouvelles, toutes les choses qu'on lit, etc., peuvent très très fort nourrir l'angoisse au lieu de l'apaiser. Donc, ce sera important de pouvoir vérifier quels sont vos stimuli d'angoisse et les diminuer en disant, bon, je ne veux pas voir tous les journaux parler, je ne veux pas voir et CNN et France 2 et aller voir sur tous les journaux, essayer de réduire l'information par rapport au coronavirus, par rapport à l'incertitude, parce que c'est ça, l'incertitude, et de pouvoir dire que je veux être informé, mais je choisis les canaux d'information. Je vais juste peut-être peut-être dire aussi des choses que j'ai entendues par rapport à des clients que j'ai eus ou bien d'autres contacts qui étaient très intéressants. Des gens qui me disaient, mais moi, j'ai besoin de mon quart d'heure d'angoisse. Alors là, c'était une personne qui s'était dit, moi, pendant la journée, dans ma structure de journée, je prends un quart d'heure où j'écris dans un journal tout ce qui m'angoisse, toutes mes idées, tout ce que j'imagine, etc. Mais je sais que j'ai un quart d'heure. Donc, je mets un timer et je sais qu'après un quart d'heure, c'est fini. Mais il y a ce rituel où elle peut déposer toute son imagination, sa colère aussi, sa colère de ne pas avoir su faire des choses, son angoisse de perdre son boulot, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Eh bien, elle le met et un quart d'heure après, elle peut fermer le carnet et dire, OK, maintenant je passe à autre chose. Et si au long de la journée, ça revient, elle peut se dire, OK, mais il y a ce carnet qui vient aussi. Ce qui peut aider aussi, c'est c'est très simple, c'est le matin, faire un petit check émotionnel. En se levant, on dit, tiens, mais aujourd'hui, je me sens comment? Wow, j'ai pas eu une bonne nuit, je sens que ça va être plus difficile. Donc, je vais être plus sensible aujourd'hui. Ou bien, non, OK, je sais pas, j'ai une super nuit, je suis super en forme, donc je vais pouvoir peut-être m'attaquer à des choses plus difficiles. Et donc, c'est ça aussi, être bienveillant, c'est pouvoir mieux se connaître. Alors, une chose importante dans ces peurs, dans ces angoisses, c'est, je reviens encore, mais c'est de se sentir enveloppé, donc demander d'être pris, d'être embrassé, d'être touché. Ça va vous ramener aussi très fort. Donc, c'est vrai que pour les personnes seules qui n'ont pas cette possibilité d'être touchées, parce que l'isolement dans le toucher est très, très, très difficile aussi à avoir, même dans les personnes malades, de ne pas être touchées, dans les personnes plus âgées, de ne pas pouvoir toucher les petits-enfants, les enfants, eh bien, c'est pouvoir se toucher soi-même ou sauter ou danser, avoir un exercice physique assez important. Et alors, peut-être pour terminer, aussi, c'est bon, des gens qui disent, mais moi, j'ai juste besoin d'avoir un bon petit verre de vin et de voir un film, comme ça, pour me changer les idées. Super. Mais juste, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup j'y participe aussi, à des apéros, etc., qui se font. Au départ, c'est le verre. Et puis, c'est sûr que quand on n'est pas très bien, c'est pas un verre, c'est 2 verres. Et puis, tous les jours, on augmente. Et là, par contre, c'est aussi se demander, tiens, mais est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer là? Parce que les déviances viennent très vite. Donc voilà, mais par rapport à ça, je voudrais peut-être aussi demander à passer la parole à Adélie en disant, mais tiens, mais il y a cette angoisse, ces moyens d'essayer de l'arrêter, mais finalement, comment est-ce qu'on prend soin de soi? Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de, tiens, mais qu'est-ce que je fais pour prendre vraiment soin de moi dans ces circonstances-là? Merci Corinne. En fait, j'ai envie de ne pas commencer par le mot prendre soin de soi. Parce que partout, dans tout ce que vous pouvez lire, on vous dit allez faire votre petite promenade, faites ci, faites ça, etc. Enfin, dans tous les sites, partout, vous recevez des articles, on vous invite à des méditations, on vous invite à des tas de choses et vous êtes bombardés dans tous les sens de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi finalement. Et moi,
ce qui m'a interpellée, c'est de partir d'autre chose. D'abord, de partir du fait que je me suis retrouvée complètement chamboulée et l'idée de prendre soin de moi, je ne savais plus trop ce que ça voulait dire. Je me sentais désorientée, déconcentrée, euh, parfois un peu perdue, énervée, contrariée, enfin toutes sortes d'émotions m'ont traversée et ont aussi traversé les personnes avec qui je travaille, ceux que je rencontre, ceux de ma famille. Et je me suis amusée à faire un tissu des émotions que les gens traversaient. Et j'ai une liste, je ne sais pas, de plus de 150 mots qui concernent finalement depuis l'inertie à la frustration, la colère, la lourdeur. Enfin, j'en ai une liste impressionnante. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces émotions qu'on ressent? Et ce qu'il y a de commun, c'est qu'on se dit, on ne peut rien faire pour changer la situation. On a été dans une voiture où on avançait à pleine vitesse avec nos enfants, notre vie, etc., tout ce qu'on faisait, qui était dans notre quotidien. Et puis, brutalement, on s'est retrouvé au stop et en face du stop, il y a un mur. Et là, on se dit, on ne peut plus avancer. On n'a plus le droit, on ne peut pas sortir. Ah, je faisais ça, non, je ne peux plus le faire. J'allais au boulot, non, je ne peux pas, il faut que je reste à la maison. Et donc, brutalement, il a fallu s'adapter. Alors, on se dit, adaptez-vous, faites ci, faites ça, etc. Mais votre corps, il résiste, il n'a pas du tout envie de s'adapter. Et il y a une sorte de perte de contrôle. Et notre première réaction, c'est ça. On a perdu le contrôle de nos vies, on a perdu le contrôle de ce qu'on faisait d'habitude. Et tout à coup, on se retrouve à la case départ et puis assez fragilisé, vulnérable, avoir du mal à réguler ses émotions, avoir du mal à supporter les gens qu'on adore autour de nous, avoir du mal à supporter ses enfants, se retrouver ou alors se retrouver très seul, très isolé, perdu. Et je crois que du coup, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait passer de cet état à peut-être mettre des choses comme si on avait un bocal vide. Là, tout à coup, le bocal, on nous a tout enlevé. Et puis ce bocal se retrouve vide. Et comment je fais pour remettre des cailloux dedans? Comment je fais pour tout ce qui est devenu si imprévisible, toutes les choses qui étaient mes petits gestes quotidiens, qui étaient très prévisibles, qui étaient très simples, et qu'on m'a arraché, qu'on m'a enlevé. Comment je fais pour remettre quelque chose dans ma vie qui est de l'ordre de effectivement s'occuper de moi, mais c'est s'occuper de moi différemment. C'est-à-dire tout à coup prendre conscience, pour en reprendre ce que Corinne disait à propos du corps, prendre conscience de comment, alors que mon corps est à vif, que je me sens angoissée ou perturbée, comment je fais pour revenir à moi-même? Comment je fais pour me faire confiance à nouveau? Parce qu'en fait, ce qu'on nous a enlevé, c'est notre couverture extérieure. On nous a enlevé tout ce sur quoi on pouvait tenir compte, tout ce sur quoi on pouvait compter plutôt. Et là, tout à coup, la seule chose sur laquelle je peux compter, c'est mon corps à moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il n'est pas très content, il n'est pas ravi. Il n'avait pas envie d'avoir à s'occuper des enfants 24 heures sur 24, de devoir gérer une maison complète, ou alors pas du tout envie de se retrouver seul, alors qu'on a des contacts au travail qui sont enrichissants. L'ordinateur, de temps en temps, il nous casse les pieds, on n'a plus que ça, et on y est devant toute la journée. Donc, comment on fait tout à coup pour se faire du bien, en fait? Comment on fait pour se faire du bien? Alors, je suis sûre que vous avez tous, vous êtes posé la question certainement, et vous avez sûrement trouvé des réponses. Alors, je vais partager un petit peu avec vous ce qui change les choses, ou ce qui a changé les choses pour certains de mes clients, pour moi-même, pour Corinne, parce qu'on a beaucoup partagé toutes les deux. Et quelles sont les petites choses qui font que je vais pouvoir retrouver confiance? Parce qu'en fait, quand mon corps est en proie à toutes ces émotions, je perds le contrôle, je perds confiance en moi. Je perds confiance en moi. J'ai perdu mon intimité avec moi-même. Et comment je peux la retrouver? Alors, des petites choses, mais vraiment toutes simples. Toutes simples. Alors, quand je sens que effectivement, je suis prête à déborder d'émotions de temps en temps, ça peut être aller vers la colère ou j'en ai marre, etc.
c'est de l'énergie. Donc, comment je fais pour me libérer de cette énergie? Est-ce que je vais sauter dans mon salon, mettre de la musique à fond je mets la musique à fond et tout à coup, je me mets à sauter, à crier, à hurler. Et puis, je me sens mieux après parce que j'ai relâché cette énergie-là. Je peux revenir à mon corps, à quelque chose de plus solide. Voilà. Est-ce que je peux organiser ma vie intérieure? Alors, il y a certaines personnes, effectivement, c'est assez étonnant, certaines personnes qui sont plus introverties, qui disent, mais en fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Et alors, c'est intéressant de les interroger. Bah, ils disent oui, parce qu'en fait, je n'ai plus à dire non, à pousser l'extérieur sans cesse. Et finalement, bah, je suis avec moi-même, j'ai le temps de faire de l'art, de méditer, de prier, de faire les choses à mon rythme et de ne pas être bouleversée par le rythme extérieur qui sans cesse me presse, un rythme qui n'est pas le mien. Et il y a l'inverse aussi, qui est celui qui va toujours chercher à l'extérieur, qui a envie de contact sans cesse, qui a besoin d'être sans cesse dans la course de quelque chose, et tout à coup cette course est arrêtée, donc à l'intérieur ça s'agite très très fort. Donc comment on fait alors? Ben, des petites choses simples, très simples, parce que finalement le plus important c'est peut-être pas ce qu'on fait, mais l'intention qu'on y met. Donc l'intention, c'est se dire, bah, je reviens à me connecter à un moment dans ma vie où je sais que ça m'a fait du bien. C'est même plus important que la chose en elle-même. C'est-à-dire, je me reconnecte je peux prendre un calme dans mon coin, dans ma chambre, et je réfléchis, tiens, quel est le moment dont j'aimerais me souvenir là maintenant, qui est un moment qui m'a fait du bien. Ça peut être un moment en famille, ça peut être un moment seul, ça peut être un moment dans la nature. Et, et le fait de se connecter à ce moment, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on peut soit écrire quelque chose, ou on peut dessiner, ou tout simplement rêvasser et essayer de s'extraire un petit peu de la situation dans laquelle on est et prendre ce temps calme pour se connecter avec soi-même, avec une expérience qui nous a fait du bien. On peut faire d'autres choses, on peut aller dans la nature quand ça nous est encore permis, parce que ce n'est pas permis pour tout le monde. Donc si on peut aller marcher dans la nature seul, s'émerveiller du printemps, ou pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, si on sent qu'on a une énergie comme ça qui est débordante et qu'on ne peut pas tellement canaliser, ben je crois que, en tout cas, ce qui m'a été rapporté, c'est des gens qui disent, ben moi j'ai besoin de faire quelque chose pour ce qui se passe. Donc je connais des personnes qui ont décidé de préparer à manger pour des personnes en situation de détresse, des sans domicile fixe, ou des personnes qui ont souhaité créer un réseau d'entraide dans leur quartier, ou comment je peux m'investir dans quelque chose qui va être en lien avec ce qui se passe et qui va donner du sens à... euh, finalement, je vais me complaire dans de l'action, je vais avoir besoin d'action. Parce que se retrouver seule avec cette situation, ça crée trop d'angoisse. Donc, quelque chose qui va me canaliser vers l'extérieur, vers donner, vers mettre une intention à l'extérieur. En fait, ce que je cherchais à vous dire, c'est que la question, c'est plus de reprendre une sorte de reprise de contrôle, de reprendre de l'intimité avec moi-même, de me dire comment je fais pour stopper cette angoisse, cette inertie, etc. Donc, dans l'idée de prendre soin de moi, c'est plus l'idée de me reconnecter à moi-même, de me réguler. Et peut-être si dans ma maison, par exemple, j'ai eu cet exemple de beaucoup de personnes que je suis, mais qui disent, ben, à la maison, c'est la tempête, je ne peux même plus respirer. Parce que il y a tellement de fourneaux à gérer à la fois, entre l'école, les enfants, la demande, etc. On a l'impression de se retrouver comme peut-être lorsqu'on a pu être jeune maman et que la demande est tellement incessante que le seul moment où on est tranquille, et encore, c'est quand on a fermé la porte des toilettes. Donc comment est-ce que je retrouve un moment? Comment est-ce que je dis non? Peut-être je ferme la porte, je reprends 4 respirations
je remets une intention, je me reconnecte à un moment privilégié ou à quelque chose qui me fait du bien. Et puis, je repars avec une énergie que j'essaye de transformer. Euh, et je crois que le mot central pour moi, c'est comment je peux retrouver confiance. Parce qu'en fait, on parle d'imprévisibilité, de choses. Quelles sont les petites choses qui me redonnent confiance? Et je crois que c'est quelque chose de très sensoriel, en fait. C'est très sensoriel. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, Corinne, qui était finalement, est-ce que si je ne peux pas demander un câlin à quelqu'un, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est privé de ce contact physique et c'est peut-être ce dont on a le plus besoin dans une situation d'insécurité. Donc, si personne ne peut me le donner parce que je suis seule, comment je peux me le donner à moi-même? Avec une couverture, avec une matière, quelque chose qui me fait du bien, si j'ai un animal de compagnie ou avec mon conjoint, même s'il y a une crise, comment est-ce qu'on peut se prendre dans les bras et se dire, ben, en fait, on est ensemble là-dedans et on est stressé autant l'un que l'autre. Et donc, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas de solution magique. Je trouve que chaque jour est différent. J'aime bien aussi ton idée, Corinne, de se lever le matin et de se faire un stress test et de se dire sur quelle vague je suis aujourd'hui, quelle est la prochaine vague. Est-ce que je suis dans le creux? Est-ce que je remonte un peu? Et prendre des décisions qui sont sans cesse de l'ordre de quoi j'aurais besoin. Est-ce que je peux respirer là? Est-ce que je peux reprendre contact avec moi-même? Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Et je vais repasser la parole à Corinne en lui demandant, écoute Corinne, j'ai beaucoup entendu justement que sur les questions d'imprévisibilité, on avait besoin de retourner à des choses prévisibles. Alors je l'ai dit autour du self-care, mais je crois que c'est aussi vrai dans comment est-ce qu'on peut restructurer nos vies, comment est-ce qu'on peut remettre des choses prévisibles dans nos vies au quotidien. Voilà, alors je voulais te donner la parole. Oui, merci Adélie. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le self-care, effectivement, de retrouver cette confiance finalement dans ce temps un peu beaucoup d'ailleurs, perturbé. Et je voulais peut-être rajouter par rapport à ça, quand effectivement tu parlais beaucoup du self-care, mais qu'est-ce qui se passe alors aussi quand on est en famille? Quand on est en famille ou bien en colocation, ou quand il y a plusieurs personnes autour de soi. Et c'est vrai que là, on est aussi perturbé avec la liberté de l'autre. Là où termine la mienne, l'autre, elle commence. Et par ce fait aussi que cette situation-là, comme je ne sais plus, je crois que c'est Caroline qui disait, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça va durer. Et effectivement, ça va durer. Et personne ne peut vous dire si ça va durer une semaine, un mois ou 2 mois ou beaucoup plus encore. Donc, ce qui sera important de faire, c'est de se dire que dans ce temps-ci, c'est un temps vraiment différent. On ne peut pas faire comme avant. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et essayer de retrouver les mêmes repères qu'avant. Parce qu'ils ne sont pas là. Il n'y a pas le réveil le matin qui se lève en disant je dois absolument me lever parce que l'école commence à 8h, je dois me lever parce que j'ai la réunion, je dois me lever parce que les copines m'attendent pour la gym, je dois me lever parce que j'ai vraiment des choses très importantes à faire. J'ai pas tout au long de la journée d'ailleurs. Avant, il y avait de façon plus structurée parce qu'on était en lien avec d'autres personnes de notre univers qui nous attendent pour un lunch, pour une réunion, pour un projet, pour un examen, enfin plein de choses très différentes. Et maintenant, ces structures-là, elle n'est plus là. Donc, le temps est extrêmement différent. Et c'est comme si on avait le temps a terriblement augmenté, alors que l'espace a terriblement diminué. Avant, on pouvait aller où on veut, on avait un espace énorme, mais on n'a jamais le temps. Donc là, c'est vraiment une inversion qui se fait tout à fait. Et comme pourrait dire Beko, que vais-je faire de tout ce temps? Alors lui dit que sera ma vie. J'espère quand même que ça ne va pas aller si loin. Mais que vais-je faire de tout ce temps? Et
Au début, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah, c'est formidable, moi qui courais tout le temps, maintenant j'ai enfin le temps d'être avec mes enfants. Ou quelqu'un qui dit moi j'ai tellement voulu bricoler dans ma maison, j'ai jamais eu le temps. Ben là maintenant, enfin, j'ai le temps. Et au départ, il y a beaucoup ont trouvé ça assez sympathique finalement. Et puis, bon, à fur et à mesure que ça continue, on voit toutes les restrictions qu'on a et toutes les pertes de liberté qu'on a finalement. Euh, Par rapport à ça, je crois qu'il y a vraiment deux choses différentes et je vais rejoindre peut-être d'abord Adélie dans ce self-care. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que dans mon cheminement personnel, je reviens à un mot que j'ai toujours détesté, mais qui finalement me donne la liberté maintenant, c'est la discipline. La discipline, c'est une structure interne qu'on a besoin quand la structure externe n'est plus là. Et la discipline, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi et qui va pouvoir nous donner cette structure, mais d'abord interne. Et moi, cette discipline que j'ai mis, que j'avais déjà mis avant, mais qui, je vois très fort qu'elle me libère dans ces moments de confinement maintenant, c'est ces routines du matin. Je suis quelqu'un qui se lève tôt et bon, mes enfants en profitent pour se lever très tard, mon mari aussi. Donc, j'ai vraiment 1 heure pour moi le matin et j'ai cette discipline de me lever, de ne pas rester au lit, de lire, parce que finalement, je pourrais le faire. Il y a pas... Et non, je me lève, je fais mon yoga, je fais ma méditation, je m'habille, je me maquille. Il y a tous ces rituels, cette discipline qui pour moi est vraiment importante, mais qui me donne beaucoup de liberté aussi, parce que dans ma tête, c'est différent. Donc, ce que j'aurais jamais cru faire avant, ben je loue vraiment les vertus de la discipline qui me donnent un sens aussi et qui me donnent une structure. Ensuite, après, ma journée, elle sera aussi avec un temps immense de la journée et un temps qu'il faudra structurer, un temps qu'il faudra diviser, un temps qu'il faudra négocier. Et pourquoi on a besoin de structure finalement? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tous rester dans notre lit? Moi, j'ai des enfants, ou bien d'amis d'enfants, ou bien même des adultes qui me disent, moi j'adore, je reste dans mon lit tout le temps, j'ai mon ordinateur, j'ai mon café, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Alexandre le Bienheureux, qui avait toutes ces ficelles pour prendre tous ces saucissons, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans un univers familial où on est plusieurs, et même dans un univers où on est seul, parce que finalement la structure, c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale qui, comme un corps, vous permet de tenir debout, qui vous permet de tenir droit. Et une famille, des familles avec lesquelles j'ai travaillé, qui souvent aussi, il y avait des familles avec des idées très révolutionnaires qui disaient, mais l'homme est bon, je vais laisser mes enfants, je vais laisser les autres découvrir leur propre structure, leur propre rythme. Eh bien, à la longue, on voit que ça ne marche pas. On voit qu'il y a de la malnutrition qui peut venir parce qu'il n'y a plus de rythme de repas, il n'y a plus de rythme de devoir, il y a des gens il y a même des maladies mentales parce qu'il n'y a plus aucune stimulation, il n'y a plus aucun cadre et on a besoin de cadre. Donc finalement, dans cette période de confinement, je vous conseillerais, bien que, comme j'ai dit au départ, bon, on n'a pas de solution, mais on fait tous de son mieux. On fait tous du mieux qu'on peut, mais par contre, la structure va vous donner beaucoup plus de liberté que vous le croyez. Et la structure, en vous disant, dans cette énorme journée, eh bien, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour décompresser, il y a un temps pour être seul, il y a un temps pour connecter avec les amis, etc. Et c'est important de pouvoir faire un équilibre dans tout ça, parce qu'il y en a aussi, j'ai vu, où le temps pour travailler, il est terriblement extensible. On travaille très, très, très tard et on commence à dîner à l'espagnol à 10 heures, des choses comme ça. Et c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le même cadre, et si tout le monde peut se référer, autant les ados que les jeunes enfants, que les parents, c'est important d'avoir chacun cette référence par rapport à une structure. Et effectivement, au départ, dans mon expérience personnelle, j'ai essayé de mettre une structure qui, moi, m'allait très bien. Et dire, on fait ce qu'on veut, chacun a des choses à étudier, à travailler. Mais par contre, il y a le petit déjeuner à telle heure, le déjeuner et le soir. Je peux vous dire que très vite, ça n'a pas marché. Donc voilà, là aussi, c'est dans la structure qu'on veut mettre,
on a une souplesse, on a beaucoup plus de souplesse par rapport au cadre maintenant. Donc, c'est des structures qui se négocient, qui se disent, tiens, mais qu'est-ce que ça tirait toi ou pas? Et parfois, bah, la structure, elle saute en l'air, et puis on revient, on essaie de la reconstruire à chaque fois. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là en tête, et je ne sais pas si c'est une personne seule qui dit la structure de la famille, ou bien si c'est ensemble qu'on peut la construire. Mais par contre, n'oubliez pas que c'est cette colonne vertébrale qui va vous permettre de tenir, et surtout de tenir peut-être longtemps. Voilà. Alors, Adélie, je te rends la parole parce qu'il y a la structure du temps, mais dans des confinements, ça veut dire c'est la fermeture dans un espace. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous parler peut-être aussi de l'espace? Comment gérer l'espace? Comment gérer, trouver aussi cette liberté dans l'espace finalement? Merci Corinne. Alors en fait, je me suis demandé comment, parce que j'aimerais bien aussi vous laisser la parole et je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de condenser un petit peu ce que je voulais vous dire parce que je suis curieuse aussi d'avoir un petit peu votre feedback à tous et de savoir un petit peu où vous en êtes chacune et si on peut partager. Alors en fait, je dirais que la manière dont j'appréhende la question de l'espace et du confinement, d'abord, je pense qu'elle est très différente suivant les situations et suivant la quantité d'espace qu'on a à sa disposition. Donc, j'imagine avec beaucoup de compassion les personnes qui vivent dans un espace très restreint avec un grand nombre de personnes dans l'espace et sans oublier non plus les situations qui peuvent être des situations de violence qui peuvent être exacerbées dans des familles où justement parfois il n'y a pas d'espace et où ces situations sont vraiment, comment dire, les risques augmentent. Je dirais les risques augmentent parce que justement on n'a pas l'espace pour s'exprimer, on est les uns sur les autres et comment on fait pour justement créer un peu. Alors, en fait, je crois que la question commence par de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin. Est-ce que je me mets dans des situations dans lesquelles je sais que ça ne va pas bien se passer? En fait, derrière la question de l'espace physique, il y a la question de ma liberté. Il y a la question de savoir si je me mets à tel endroit, est-ce que je vais rencontrer l'autre qui va me déranger, qui va venir 10 fois alors que j'essaye d'avoir une conversation, j'essaye d'être en communication pour mon travail, ou j'essaye d'aider un enfant à travailler et je suis dérangée sans cesse. Donc, comment est-ce que je peux, même dans un espace restreint, créer un endroit qui est un endroit à moi? Parce que peut-être que tout à coup, à la suite du corona et du nombre de personnes qui sont chez vous, bah, peut-être que tout à coup, il n'y avait plus assez d'ordinateurs pour tout le monde. Vous vous retrouvez avec votre bureau qui est pris par quelqu'un d'autre, par votre conjoint ou par un enfant qui en a besoin pour travailler. Comment est-ce que vous gérez le fait que votre espace a été pris ou a été réduit et comment vous mettez des mots plutôt que d'accuser l'autre en disant t'as pris ma place, c'était là que je me mettais, tu me déranges, va-t'en, etc. Comment est-ce qu'on commencerait pas plutôt par dire en fait moi j'aurais besoin d'un espace là non, et je n'en ai pas, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je peux avoir? Même si c'est minimal, même si c'est juste une chaise avec une table de fortune qui ressemble à une caisse ou ce qu'on veut, ce qu'on trouve, mais qui fait qu'on va pouvoir poser ses affaires, qu'on va avoir un endroit à soi. Et je pense que c'est un élément fondamental. Et de la même façon, si on est seul et qu'on a trop d'espace, parce que tout à coup, on ne rencontre plus personne, et donc on manque de contact, on est à l'inverse. On manque de contact et finalement, ces murs, ils nous rappellent désespérément notre solitude. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être organiser notre espace différemment en disant ça va être l'espace du matin où je vais me poser là le matin pour mon petit déjeuner, peut-être à un autre moment, ça c'est l'espace où je communique avec des amis et je me force, enfin je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais je prends le risque aussi
de me mettre en lien, de me mettre en contact avec d'autres, même si je ne me sens pas bien. Parce qu'en fait, quand on a l'expérience de la solitude ou d'une solitude intense, il y a parfois un risque à prendre à communiquer avec l'autre, à prendre son téléphone ou à proposer un chat, un Zoom, et c'est ce dont on a besoin. Alors, on en revient un petit peu, c'est très proche en fait de la question que j'évoquais antérieurement, qui était la question de comment je prends soin de moi. En fait, je crois que ça démarre par comment je peux m'écouter et avoir suffisamment confiance en moi de quoi j'ai besoin. Alors, ça va être, peut-être c'est une chose positive, j'ai besoin de ça, ou alors peut-être c'est une chose négative qui est de l'ordre de, bah là je dis non. Parce que là c'est ma place, j'y suis maintenant et je veux y rester parce que j'en ai besoin. Et je crois que j'ai fait une expérience assez étonnante, c'est que j'ai eu l'impression que grâce au coronavirus, ben, j'avais plus le droit de dire non. Et j'avais aussi le droit de dire que j'étais débordée. Alors qu'avant, je crois que je ne m'autorisais pas beaucoup le droit de me dire que j'étais débordée. Et donc, il y a eu cette idée de pourquoi tout à coup mon rôle deviendrait un rôle gigantesque où je devrais m'occuper de tout le monde tout le temps et être disponible pour tout le monde et plus avoir de bureau à moi. Et j'ai essayé en fait. J'ai essayé. Au départ, je ne me suis pas rendu compte et je me suis dit, oh, bah, je suis contente, tout le monde est là. Donc, je vais donner toute la place. Et puis en fait, très vite, je me suis dit, non mais ça ne marche pas du tout. Ça n'allait absolument. Donc comment je suis partie de besoins qui étaient les miens, sans les juger, et puis de me dire, bah, en fait, comment est-ce que je peux mettre des barrières, comment est-ce que je peux demander de l'aide et dire, bah voilà, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'une place différente, j'ai besoin que quelqu'un aide pour faire la cuisine parce que j'ai pas envie de faire la cuisine tous les jours. Comment est-ce qu'on répartit un petit peu les tâches et le temps. Et aussi, dans cette question-là, il y a aussi, j'aime beaucoup la notion et le concept du contact. Alors, je vais vous expliquer ça de manière un petit peu simplifiée, mais qu'est-ce qui est le bon contact, c'est-à-dire celui dont j'ai besoin, qu'est-ce qui est trop de contact? Et comment finalement j'ai toujours ce petit baromètre où je regarde, est-ce que je suis trop en contact avec tout le monde et j'ai besoin de solitude, donc j'ai besoin de retrait dans mon endroit à moi, et comment à certains moments je suis trop isolée, je me sens seule, et là j'ai besoin de contact. Et si je suis ce baromètre-là, ben, je peux aussi suivre ce baromètre pour l'espace, pour le temps, pour les contacts avec les autres et m'utiliser moi comme baromètre, me faire confiance. J'en reviens toujours à la question de ce besoin qu'on a, puisque tout est imprévisible, de se rassurer soi-même que les besoins qu'on a ne sont pas des besoins exubérants, complètement fous. On a juste nos besoins qui s'expriment parce qu'ils cherchent à nous sortir de la situation d'inertie dans laquelle le coronavirus nous met, la situation d'impuissance. Et donc, toutes les impulsions qu'on a de dire je ou de demander quelque chose, je crois que ce sont des bonnes impulsions. Et je vous inviterai à les suivre. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je voulais remercier très vivement Sophie et Martine de nous avoir invités, Corinne et moi. Et puis à vous tous, les participants, de nous avoir rejoints. Et j'aimerais beaucoup avoir vos réflexions, vos questions. N'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps, dans le petit temps qui nous reste, de vous exprimer, à vous exprimer ultérieurement. Et Corinne et moi, on serait ouvertes à continuer à faire ça peut-être une fois par semaine et à vous offrir d'autres moments partage avec peut-être davantage de partage. Aujourd'hui, c'était une introduction pour que vous fassiez connaissance avec nous, avec les réflexions qu'on s'est faites jusqu'à présent. Et on serait ouverte à d'autres webinars et puis à davantage de partage. Et on se demandait si vous seriez ouverte à l'idée du couple, hein, parce qu'on se demandait si ce serait un bon sujet d'aborder le couple en confinement. Voilà. Merci à toutes. Merci à vous, Adélaïde et Corinne aussi. Je vois que Caroline a posé une question, par contre, sur le partage des angoisses quand on ne veut pas stresser les autres. Mais je ne sais pas si vous avez le temps d'aborder maintenant ou si on peut faire peut-être je ne sais pas si vous voulez, je sais pas, peut-être que Corinne et Adélaïde, vous avez les adresses de tout le monde pour envoyer le Zoom.
et peut-être faire des échanges par email. Comme ça, vous pourriez peut-être préparer, si ça vous arrange, les questions en amont. Parce que là, je trouvais que votre présentation elle avait beaucoup de sens, déjà avec les feedbacks que vous avez eus, mais partager votre propre expérience, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Mais je pense aussi que certaines d'entre vous auraient peut-être eu envie de poser des questions sur leur propre situation et donc comment est-ce qu'on pourrait gérer ça? J'aurais envie de sauter sur l'occasion et d'essayer de répondre à la question de Caroline. Oui. C'est vrai qu'on a partagé ça avec Corinne ce matin. On partageait le fait que les angoisses, ça se communique. C'est communicatif. Donc c'est vrai que quand on téléphone par exemple à une amie qui nous dit oh, t'as pas vu, regarde là sur internet, t'as vu la dernière nouvelle, il y a 1000 morts de plus, c'est extrêmement communicatif l'angoisse. Donc quand on est stressé, il y a plusieurs façons. Soit j'aurais des petites, c'est des petits trucs, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va marcher pour toi, mais est-ce que on peut par exemple, il y a plusieurs possibilités. Soit dire simplement, en fait, aujourd'hui, je suis très stressée. D'accord ? Déjà, le dire. Sans dire nécessairement quelles sont toutes les idées qui te stressent derrière. Mais dire, je suis très stressée, est-ce que, je ne sais pas, si tu as un conjoint ou si tu as des enfants, les prendre dans les bras, physiquement, faire quelque chose ensemble. Dire, voilà, aujourd'hui, je suis très stressée, est-ce que je peux te prendre dans les bras ou je peux faire quelque chose de physique ou alors, j'en reviens à ce que Corinne avait proposé, que quelqu'un qu'elle a rencontré lui avait parlé de ça, le journal des angoisses et des stress. Et quand on se met à écrire comme ça sur qu'est-ce qui se passe pour nous, et qu'on l'écrit sans filtre, c'est-à-dire c'est écrire et lâcher vraiment, mais je suis terriblement angoissée, j'ai ça qui me vient comme idée, j'arrive pas à m'en séparer, etc. Et on écrit, sans se contrôler. Au bout assez rapidement, au bout d'une dizaine de minutes, en lâchant tout ça, en fait, le discours change. Le discours change et il y a une sorte de calme qui revient. Voilà, c'est ce que je... Je vais juste peut-être terminer avec ça aussi, par rapport à ces angoisses qui sont souvent, et je le répète aussi, nourries par des imaginations catastrophes, comme le cerveau de l'homme peut très très bien le faire. Il nourrit beaucoup plus des choses négatives que positives. Et revenir à une certaine réalité et revenir à ce qui est la réalité, parce que l'angoisse est nourrie par ce qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé. Et je voudrais peut-être terminer avec une phrase de Montaigne que j'aime vraiment bien dans ces situations-là, qui est ma vie est remplie de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. Je trouvais que c'était pas mal pour, ok, revenons à ce qui est. Revenons aussi à une réalité sans effectivement partir dans des imaginations et des visualisations dramatiques, parce que on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer, sur le temps qu'on devra vivre comme ça. Voilà. Je vois qu'on arrive à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On ne pourra peut-être pas, malheureusement pas y répondre. Mais comme disait Sophie, on serait vraiment très heureuse de pouvoir les lire et de pouvoir les partager peut-être dans un autre webinaire qu'on fera la semaine prochaine à la même heure. Alors, je ne sais pas si vous avez tous noté le numéro de la réunion pour la semaine prochaine. 463 916 608. Tu peux peut-être le mettre sur le message là, Sophie? Oui. 463. C'est que j'arrive plus à le voir en même temps. 916 608. Voilà. J'aurais envie de sauter sur l'occasion et d'essayer de répondre à la question de Caroline. Oui. C'est vrai qu'on a partagé ça avec Corinne ce matin. On partageait le fait que les angoisses, ça se communique. C'est communicatif. Donc c'est vrai que quand on téléphone par exemple à une amie qui nous dit oh, t'as pas vu, regarde là sur internet, t'as vu la dernière nouvelle, il y a 1000 morts de plus, c'est extrêmement communicatif l'angoisse. Donc quand on est stressé, il y a plusieurs façons. Soit
j'aurais des petites, c'est des petits trucs, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va marcher pour toi, mais est-ce que on peut, par exemple, il y a plusieurs possibilités, soit dire simplement, en fait aujourd'hui je suis très stressée, d'accord? Déjà le dire, sans dire nécessairement quelles sont toutes les idées qui te stressent derrière, mais dire je suis très stressée, est-ce que je ne sais pas si tu as un conjoint ou si tu as des enfants, les prendre dans les bras, physiquement faire quelque chose ensemble. Dire, voilà, aujourd'hui je suis très stressée, est-ce que je peux te prendre dans les bras ou je peux faire quelque chose de physique ou alors, j'en reviens à ce que Corinne avait proposé, que quelqu'un qu'elle a rencontré lui avait parlé de ça, le journal des angoisses et des stress. Et quand on se met à écrire comme ça sur qu'est-ce qui se passe pour nous, et qu'on l'écrit sans filtre, c'est-à-dire c'est écrire et lâcher vraiment, mais je suis terriblement angoissée, j'ai ça qui me vient comme idée, j'arrive pas à m'en séparer, etc. Et on écrit, sans se contrôler. Au bout d'un, assez rapidement, au bout d'une dizaine de minutes, en lâchant tout ça, en fait, le discours change. Le discours change et il y a une sorte de calme qui revient. Voilà. Peut-être terminer avec ça aussi, par rapport à ces angoisses qui sont souvent, et je le répète aussi, nourries par des imaginations catastrophes, comme le cerveau de l'homme peut très très bien le faire. Il nourrit beaucoup plus des choses négatives que positives, et revenir à une certaine réalité et revenir à ce qui est la réalité, parce que l'angoisse est nourrie par ce qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé. Et je voudrais peut-être terminer avec une phrase de Montaigne que j'aime vraiment bien dans ces situations-là, qui est ma vie est remplie de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. Je trouvais que c'était pas mal pour, ok, revenons à ce qui est. Revenons aussi à une réalité sans effectivement partir dans des imaginations et des visualisations dramatiques, parce que on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer, sur le temps qu'on devra vivre comme ça. Voilà. Je vois qu'on arrive à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On ne pourra peut-être pas, malheureusement pas y répondre. Mais comme disait Sophie, on serait vraiment très heureuse de pouvoir les lire et de pouvoir les partager peut-être dans un autre webinaire qu'on fera la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup pour votre écoute, pour ce temps. J'espère que on a toutes su vous apporter peut-être une ou deux réponses. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses. On est dans le même cas que vous. Et comme je l'ai dit au départ, on essaye tous de faire de notre mieux, ce qu'on peut dans ces situations-ci avec les moyens qui nous sont donnés. Et je pense que d'avoir partagé vos propres expériences, puis d'avoir donné ces deux petits ou trois compréhensions de la chose, je trouve. Enfin, pour moi, personnellement, ça a été très instructif. Merci beaucoup, Adélaïde et Corinne. À très bientôt, à la semaine prochaine, j'espère, pour tout le monde.